Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, perdu dans une famille où vos sacrifices semblent n'être qu'une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire est un rappel que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Je n'oublierai jamais le son de ce rire, ce soir-là. Ce n'était pas un rire chaleureux ou joyeux. Le genre de rire qu'on attend à Noël quand la famille est réunie autour de la table. Non, celui-ci était plus aigu, comme du verre qui se brise. Et les éclats se sont plantés droit dans ma poitrine. C'est arrivé lorsque ma belle-fille, avec ce sourire suffisant qu'elle arbore quand elle se sent intouchable, a pointé son doigt manucuré vers moi et a dit « Nous ne l'avons invité que par pitié ». La table a explosé de rire. D'où nous écoutez-vous? Partagez-le dans les commentaires, votre âge et l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Ses cousins ont gloussé. Ses parents ont dissimulé leur sourire narquois derrière leurs serviettes. Et même mon fils, mon propre sang, a baissé la tête et n'a rien dit. Ce silence m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. Je suis restée assise, les mains sagement croisées sur mes genoux, comme je l'ai fait pendant 72 ans, lorsque les orages grondaient autour de moi. J'ai laissé les rires me submerger comme une pluie glaciale. Et je ne me suis pas défendu, pas encore. Car pendant qu'il pensait humilier une vieille femme, il n'avait aucune idée que la vérité était sur le point de franchir cette même porte d'entrée. Mais avant de vous raconter la suite, laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Marie Dubois. J'ai 72 ans, je suis veuve mère. Et bien que ma famille l'ait oubliée depuis longtemps, je suis la femme qui a fait de cette maison un foyer. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. La Bastide en Provence semblait parfaite ce soir-là, du moins en surface. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre. Un grand sapin scintillait de décorations collectionnées sur plusieurs générations. Et la table était dressée comme dans un magazine. Argenterie polie, verre en cristal, assiette bordée d'or. Cela aurait dû être une nuit de chaleur. Une nuit où le fauteuil de mon défunt mari en bout de table était rappelé avec un respect silencieux. Au lieu de cela, son absence ressemblait à une porte ouverte. Une porte qui laissait entrer une froideur que je n'aurais jamais cru possible au sein de ma propre famille. Mon fils, Julien, était assis à côté de sa femme, Élodie. Élodie, le genre de femme qui s'assurait toujours que son bracelet en diamant capte la lumière lorsqu'elle attrapait la saucière. Elle était belle, je le lui accorde. Mais sa beauté avait des arêtes vives, du genre à couper quiconque s'approchait trop près. J'avais passé la matinée à préparer ma terrine de campagne maison, une recette que ma mère m'avait apprise. Elle reposait, intacte, dans un petit plat en verre à l'autre bout de la table, ignoré au profit des plats traiteurs d'Élodie. Un détail stupide peut être. Mais quand vous avez mis tout votre cœur dans quelque chose et que c'est rejeté sans un mot, ça fait mal. Les parents d'Élodie, Georges et Lorraine, étaient là aussi. Assis bien droits sur leur chaise, leurs yeux balayant la pièce comme s'ils inspectaient un bien immobilier. Ils ne m'ont jamais considéré comme faisant partie de la famille, juste un ajout, une ombre. Et puis il y avait les cousins, plus jeunes, pleins de vin et de commérages, riant trop fort aux blagues d'Élodie. C'est alors que c'est arrivé. Cette simple phrase, qui a fait basculer la soirée de l'inconfortable à l'inoubliable. Nous ne l'avons invité que par pitié. Ces mots n'ont pas résonné une seule fois. Ils ont rebondi dans la pièce, répétés par les rires, les sourires narquois, les chuchotements. J'ai vu les yeux de Julien se baisser vers son assiette, sa fourchette grattant sans but la porcelaine. Il ne m'a pas défendu, il n'a même pas sourcillé. J'ai eu envie de pleurer. Ma gorge s'est nouée, ma vision s'est brouillée sur les bords. Mais 72 ans vous apprennent quelque chose sur la douleur. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester immobile et de laisser les gens vous montrer qui ils sont. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même Julien ne comprenait pas, c'est que je m'étais préparé pour cette nuit de plus d'une manière. Car j'avais vu les regards, entendu les murmures, senti le mépris s'installer depuis des années. Ce dîner de Noël était simplement la scène qu'ils avaient choisie pour le rendre officiel. Et j'avais choisi la mienne aussi. Le repas a continué, des rires gênés remplissant le silence là où la bienveillance aurait dû régner. Élodie a levé son verre pour porter un toast à la famille, alors que ses mots sur la pitié flottaient encore dans l'air. Chaque gorgée de vin me brûlait la gorge, non pas à cause de l'alcool, mais de l'humiliation. Pourtant, même pendant qu'ils riaient, j'étais assise avec un calme étrange. Non pas que leur cruauté ne me blessait pas. Elle me blessait, mais parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Cette nuit-là,
leur cruauté allait rencontrer son miroir. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis dans ma salle à manger, sur mes chaises mangeant sous mon toit, ils allaient apprendre qui détenait vraiment les clés de cette maison. Le son des rires a commencé à s'estomper lorsque la sonnette a retenti. Élodie a froncé les sourcils, ne s'attendant clairement à personne d'autre. Julien, confus, s'est levé pour aller ouvrir. J'ai plié ma serviette soigneusement, mon cœur battant régulièrement, car je savais exactement qui se tenait de l'autre côté de cette porte. Quand il est entré, mallette à la main, l'expression calme et professionnelle, tous les sourires autour de la table se sont figés. « Cela ne prendra pas longtemps, dit-il, sa voix portant cette sorte d'autorité qui fait taire même l'invité le plus ivre. L'avocat était là, et dans un instant, la vérité le serait aussi. Alors que l'avocat posait sa mallette près de la porte, j'ai vu le sourire d'Élodie vaciller légèrement. Elle ne savait pas encore pourquoi il était là, mais elle sentait que son contrôle sur la soirée lui échappait. Et c'était suffisant pour me donner de la force. Mais avant de vous dire ce qu'il a lu à voix haute, je dois vous ramener en arrière, car mon histoire n'a pas commencé à cette table de Noël. Elle a commencé des décennies plus tôt, dans le rythme calme et régulier d'un mariage qui a construit tout ce qu'il prenait maintenant pour acquis. Mon mari, Jean, n'était pas un homme tape à l'œil. Il travaillait de ses mains, solides et fortes, comme artisan maçon pendant plus de 40 ans. Il rentrait à la maison sentant la poussière et le ciment, le visage hâlé par le soleil, les paumes cailleuses. Je le taquinais, lui disant qu'il portait la moitié de la Provence sur ses épaules. Il riait, m'embrassait sur la joue et disait « Marie, chaque pierre que je pose est pour toi, et Julien, je le croyais, et il avait raison. Nous ne vivions pas de manière extravagante, pas de grandes vacances, pas de bijoux coûteux. Au lieu de cela, Jean a consacré sa vie à cette maison, celle qu'ils osaient maintenant appeler la leur. Il a construit la terrasse couverte, planche par planche. Il a monté la cheminée en pierre de ses propres mains. Il a planté le chêne dans le jardin l'année de la naissance de Julien, promettant que notre garçon y grimperait un jour. Et quand il est décédé, subitement, d'une crise cardiaque au milieu d'un mardi ordinaire, il m'a laissé quelque chose de plus précieux que l'argent. Il m'a laissé la sécurité. Jean avait toujours été méticuleux avec les papiers, actes de propriété, testament, fiducie. Il croyait qu'il fallait se préparer aux tempêtes, même celles que nous ne pouvions pas voir venir. Ce que la plupart des gens ignoraient, y compris mon propre fils, c'est que Jean avait transféré le titre de propriété de la maison uniquement à mon nom des années auparavant. Il l'avait fait discrètement, pour me protéger des « et si ». Et s'il partait le premier? Et si des dettes survenaient? Et si Julien épousait quelqu'un de peu fiable? Jean avait pensé à tout. Il savait que les gens pouvaient changer lorsque la propriété était en jeu, et il n'avait pas tort. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. Nous étions à l'aise. Nous avions des économies, et je travaillais encore à temps partiel à la bibliothèque du village. La vie suivait son cours, tranquille mais satisfaisant. Je ne me sentais pas riche. Je me sentais en sécurité. Mais la sécurité a tendance à être invisible pour les autres, surtout pour une famille qui devient trop sûre de son droit. Après les funérailles de Jean, la maison est devenue plus silencieuse, plus froide. Julien venait moins souvent. Il a épousé Élodie en moins d'1 an, une romance éclair qui l'a entraîné dans son monde de brunch au country club et de sac à main de créateur. Au début, j'ai essayé de l'accueillir. Je lui ai proposé des recettes. Je l'ai interrogé sur sa famille. Je lui ai même offert un bouti que ma mère avait cousu à la main. Élodie souriait poliment, mais ses yeux disaient la vérité. Elle me considérait comme quelque chose de vieux, de démodé, d'inutile. Le premier signe est apparu lorsqu'elle a redécoré. Sans me demander mon avis, elle a retiré du salon les étagères en bois que Jean avait fabriquées, les remplaçant par des vitrines en verre épuré. « C'est plus moderne comme ça », dit-elle, sa voix enrobée de miel. Julien n'a pas protesté. Il ne protestait jamais, puis sont venues les suggestions subtiles. Marie peut être qu'il est temps de penser à plus petit. Ce doit être beaucoup de travail d'entretenir cet endroit toute seule. Vous seriez tellement plus heureuse dans une résidence pour seigneurs. Vous ne croyez pas? Chaque mot était déguisé en préoccupation. Mais le message était clair. Ce n'est plus ta maison, c'est la nôtre. Je suis restée silencieuse. Pendant des années, j'ai ravalé ma fierté parce que je ne voulais pas perdre mon fils. Je me disais que l'amour valait bien le silence, que la dignité pouvait survivre dans de petits gestes, préparer les dîners du dimanche, planter des fleurs dans le jardin, lire des histoires à mes petits-enfants quand ils venaient. Mais chaque année, l'emprise d'Élodie se resserrait. Elle organisait des fêtes dans ma salle à manger, invitant ses amis,
leur laissant croire que c'était sa maison. Elle a retiré mes photos du manteau de la cheminée, les remplaçant par des portraits glacés de sa famille. Et Julien, mon Julien, s'éloignait de plus en plus. Il a cessé de m'appeler maman avec chaleur dans la voix. Il a cessé de me demander conseil. Il est devenu un homme qui mesurait la valeur en argent, en apparence et en l'approbation d'Élodie. Je me disais que je pouvais endurer ça. Je me disais que le cadeau de sécurité de Jean survivrait à leur manque de respect. Mais ensuite est arrivé ce fameux Noël, le point de rupture, quand Élodie m'a pointé du doigt en disant « Nous ne l'avons invité que par pitié ». Ce n'était pas juste de la cruauté. C'était une déclaration. Elle voulait que tout le monde me voie comme impuissante, insignifiante, une femme s'accrochant à des miettes d'appartenance. Mais Élodie avait mal calculé une chose. Je n'étais pas impuissante. Je me suis souvenu de la voix de Jean le jour où il m'a tendu l'enveloppe contenant l'acte de propriété de la maison. « Marie, promets-moi quelque chose. Si jamais quelqu'un te fait sentir que tu n'as pas ta place ici, montre-lui ses papiers. C'est à toi, pour toujours à toi. » Cette enveloppe est restée dans un coffre ignifuge pendant des années, intacte. Je priais pour ne jamais en avoir besoin. Mais assise à cette table de Noël, leur rire me piquant les oreilles, j'ai su que le moment de Jean était venu. Alors, 2 semaines avant Noël, j'avais discrètement appelé notre avocat de famille, un vieil ami de Jean, quelqu'un qui avait vu Julien grandir. Je lui ai demandé de se joindre à nous ce soir-là, d'apporter les documents, de les lire à voix haute si nécessaire. Il a accepté. Parfois, la vérité a besoin d'une voix plus forte que le silence, m'a-t-il dit. Et donc, quand la sonnette a retenti et qu'il est entré, mallette à la main, mon cœur n'était pas nerveux, il était stable. Car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de respect, de reprendre ce que Jean s'était battu, pour protéger pour moi. Et bientôt, ils sauraient tous que la maison dans laquelle ils riaient, la table à laquelle ils se moquaient de moi, le toit au-dessus de leur tête, appartenaient à la femme qu'ils rejetaient par pitié. La vérité est que l'humiliation n'arrive pas d'un seul coup. Elle s'infiltre lentement, comme l'eau qui use la pierre. Un commentaire par-ci, un regard dédaigneux par-là, jusqu'au jour où vous réalisez que les fondations sous vos pieds se sont érodées. C'est comme ça que ça s'est passé avec Élodie. Ça a commencé petit. Le premier Noël après la mort de Jean, j'ai mis la table comme il l'aimait. L'argenterie polie, des serviettes rouges pliées en petites étoiles de Noël. Ma terrine maison au centre. Élodie est entrée en trombe avec ses tartes jetées en magasin, ses cheveux parfaitement bouclés, son parfum lourd dans l'air. Elle a souri doucement et a dit « Oh Marie, comme c'est charmant, charmant ». Ce mot m'a suivi dans la cuisine comme une ombre. Mon fils n'a rien remarqué. Ou peut-être a-t-il fait semblant de ne rien remarquer. À Pâques, elle avait complètement pris en charge l'organisation. C'est plus simple comme ça, Marie. Asseyez-vous et détendez-vous. Mais s'asseoir signifiait rester dans mon coin à regarder des inconnus rire dans ma maison pendant que mon fils appelait les parents d'Élodie maman et papa. Puis sont venues les vacances. Un été, je les ai entendus préparer un voyage sur la Côte d'Azur. Élodie s'extasiait sur les appartements en bord de mer et les cocktails au bord de l'eau. J'ai demandé doucement « Avez-vous besoin que je garde les enfants pendant votre absence ?» Elle a ri, ses yeux me transperçant. « Oh non, Marie, nous aurons une babysitter. Ce n'est pas juste de vous demander de vous en occuper à votre âge. » À mon âge, je suis resté, arrosant les plantes, nourrissant leurs chiens et attendant des cartes postales qui ne sont jamais venues. Quand ils sont revenus, bronzés et radieux, Julien m'a tapoté la main comme si j'étais une gentille voisine. « Merci d'avoir tenu le fort, maman. » C'est tout. Aucune invitation, aucune reconnaissance du fait que j'avais passé 2 semaines dans une maison vide, là maintenant en vie pour eux. Mais la trahison la plus cruelle n'était pas dans les vacances ou la redécoration. C'était dans la manière silencieuse dont ils ont commencé à effacer Jean. La bibliothèque qu'il avait construite de ses mains disparue, remplacée par des vitrines brillantes, son vieux fauteuil près de la cheminée, celui avec l'accoudoir usé où il lisait des histoires avant de dormir, jeté au garage sans un mot. Un après-midi, j'ai trouvé une boîte près de la porte marquée « Don ». À l'intérieur se trouvaient les disques de John, ses albums de jazz préférés. Je suis resté là, les tenant, mes mains tremblant, pendant qu'Élodie passait en coup de vent. Oh, Marie, plus personne n'écoute ça. Mieux vaut que quelqu'un d'autre en profite. Elle n'a pas vu comment ma gorge s'est nouée. Elle n'a pas entendu la voix de Jean dans ma tête, fredonnant ces mêmes airs en réparant un placard. Pour elle, c'était des vieilleries. Pour moi, c'était de l'amour, des souvenirs, une vie. Et Julien, mon fils, a simplement laissé faire. Ce n'était pas que de la cruauté. Parfois, Élodie enrobait cela de sucre.
Marie, pourquoi ne rejoindriez-vous pas un club de lecture? Pour rencontrer des gens de votre âge. Marie peut être qu'il est temps de penser à une maison de retraite. Ils ont des activités. Ce serait si amusant pour vous. Marie, vous ne devriez pas vous soucier des factures. Julien et moi nous occuperons de tout. Mais le ton n'était jamais celui de l'inquiétude. C'était de la condescendance. Elle ne voulait pas que j'aie de liberté. Elle me voulait dépendante, petite, reconnaissante pour les miettes. Et mon fils. Il hochait la tête, trop fatigué, trop désireux de maintenir la paix, trop aveugle pour voir ce qui se passait. J'ai essayé de le lui rappeler. « Julien, cette maison est l'héritage de ton père. » Il a soupiré. « Maman, laisse tomber. Élodie veut juste ce qu'il y a de mieux. » Mais je savais mieux. Élodie voulait la propriété, pas seulement de la maison, mais de l'histoire. Elle voulait m'en effacer complètement. Le point de rupture est arrivé un soir d'été alors qu'Élodie se tenait sur la terrasse que Jean avait construite. Elle sirotait son vin, sa voix désinvolte, mais acérée. « Vous savez, Marie, un jour cette maison sera à nous. C'est logique. Julien et moi y avons tellement investi. Vous voudrez bien nous la laisser, n'est-ce pas ?» L'audace, la certitude dans sa voix. Je me souviens avoir regardé la rampe de la terrasse que Jean avait poncée, le chêne dans le jardin qui portait encore les initiales qu'il avait gravées avec Julien, et j'ai pensé plutôt mourir. À partir de ce jour, j'ai cessé de faire semblant. Je souriais toujours, jouant toujours le rôle de la veuve vieillissante dans son coin. Mais à l'intérieur, j'ai commencé à me préparer. J'ai rassemblé les documents. J'ai rencontré l'avocat en qui Jean avait confiance. J'ai mis à jour la fiducie, m'assurant que chaque page était blindée. Je n'ai rien dit à personne. Parce que la trahison vous apprend quelque chose de vital. Le silence est un pouvoir. Laissez-les croire que vous êtes faible, pitoyable, un fardeau. Laissez-les rire. Puis, quand le moment sera venu, laissez la vérité parler plus fort que toute leur cruauté combinée. Et donc, cette nuit de Noël, quand le rire d'Élodie a résonné à mes oreilles, et que le silence de mon fils m'a coupé plus profondément que n'importe quelle lame, je n'étais pas juste une vieille femme à table. J'étais la veuve de Jean, la gardienne de l'acte de propriété, la propriétaire de la maison qu'il croyait être la leur. Et quand l'avocat a ouvert sa mallette, j'ai su que le moment était venu. Les trahisons subtiles allaient être remplacées par un coup de tonnerre de vérité. La pièce s'est tue quand il est entré. Mon avocat, Maître Bernard, était un grand homme d'une 60aine d'années, aux cheveux d'argent et à la présence si calme qu'elle incitait les gens à baisser la voix. Il portait une fine mallette en cuir, rien d'ostentatoire. Mais à ce moment-là, elle aurait pu être une épée. Élodie a cligné des yeux rapidement, son sourire vacillant comme si elle ne pouvait décider s'il fallait le saluer ou le snober. « Oh, Julien, as-tu invité quelqu'un d'autre » Mon fils a froncé les sourcils, perplexe. « Non, je ne crois pas. » Maître Bernard s'est éclairci doucement la gorge, sa voix portant à travers la pièce. « Veuillez excuser l'interruption, mais on m'a demandé de passer ce soir. Madame Dubois. » J'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette intacte. Mon cœur était calme. J'avais vécu pour ce moment, je m'y étais préparé. « Oui, dis-je doucement. Je vous en prie, continuez. » Les yeux d'Élodie allaient et venaient entre nous, la suspicion fleurissant sur son visage. De quoi s'agit-il? Maître Bernard a posé sa mallette sur le buffet, l'a ouverte d'un déclic et en a sorti une pile de papier. Il a ajusté ses lunettes et a regardé directement la salle remplie de visages suffisants. On m'a demandé de lire à voix haute une déclaration légale concernant la propriété de cette résidence. Le bavardage a cessé instantanément. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Même les enfants ont senti le poids dans son ton. Élodie a laissé échapper un rire nerveux. Oh, ce n'est sûrement pas nécessaire. Maître Bernard a continué, imperturbable. Sa voix était stable, professionnelle, inflexible. Cette maison, située au 214 chemin du Chêne, est, par acte et fiducie, la seule propriété de Madame Marie Dubois. Le titre de propriété lui a été transféré il y a plus de 15 ans par son défunt mari, Jean Dubois. À ce jour, elle en reste l'unique propriétaire légale. Un silence si profond a suivi que je pouvais entendre le feu crépiter dans l'âtre. Julien a cligné des yeux. Sa fourchette lui a glissé des mains, heurtant la porcelaine avec un bruit sec. Attends, quoi? Les parents d'Élodie se sont raidis sur leur chaise, la main manucurée de Lorraine se portant à son collier de perles. Georges s'est éclairci la gorge, mais aucun mot n'est sorti. Et Élodie... Oh, Élodie... Elle s'est penchée en avant, le visage rouge, la voix aiguë. «
Ce n'est pas possible. Julien et moi vivons ici depuis des années. Nous avons payé pour des rénovations, pour des meubles. Maître Bernard n'a pas scié. Madame, les améliorations et la décoration ne prévalent pas sur la propriété légale. L'acte est indiscutable. Chaque pièce que vous occupez, chaque mur sous ce toit, appartient à Madame Dubois. J'ai regardé les mots atterrir comme de lourdes pierres, l'une après l'autre, écrasant la suffisance de leur visage. La voix d'Élodie s'est brisée, stridente. Julien dit quelque chose, mais Julien me regardait fixement, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme un homme qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est plus solide. « Maman, tu ne me l'as jamais dit. » J'ai soutenu son regard. « Non, Julien, je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas nécessaire. » Jusqu'à ce soir, le rire d'Élodie a éclaté soudainement, cassant et désespéré. C'est ridicule. Vous voulez dire qu'on l'a traitée comme de la famille par pitié, alors qu'en réalité elle nous cachait ça? Elle nous a trompés. J'ai enfin parlé, ma voix basse, mais tranchante. Non, Élodie, la seule tromperie ici est celle que vous avez vécue. En pensant que cette maison, l'héritage de mon mari, était un jour à vous. L'avocat s'est de nouveau éclairci la gorge, levant une autre page. De plus, la fiducie stipule que Madame Dubois se réserve le droit de déterminer la résidence à sa discrétion, ce qui signifie qu'elle peut autoriser ou refuser l'occupation comme bon lui semble. Le visage d'Élodie est devenu blême. Vous voulez dire qu'elle pourrait nous expulser? J'ai terminé calmement. Oui. Des halètements ont parcouru la table comme des oiseaux effarouchés. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu Élodie sans voix. Elle s'est affalée sur sa chaise, ses mains agrippant si fort la nappe que ses jointures blanchissaient. Je me suis tourné vers la salle, mon regard balayant chaque visage qui s'était moqué de moi quelques minutes plus tôt. Vous étiez tous assis ici à rire quand elle a dit que j'étais seulement invité par pitié. Vous pensiez que j'étais impuissante, invisible, juste une vieille femme que vous pouviez ignorer. Mais cette maison, chaque pierre, chaque brique, chaque souvenir, m'appartient, et Jean s'est assuré qu'il en serait toujours ainsi. Le silence était épais, lourd du poids de la honte. Personne n'osait croiser mon regard. Julien a finalement murmuré, presque pour lui-même, depuis tout ce temps. « C'était à toi ?» ?»« Oui, » dis-je doucement, ma voix stable. « Toujours à moi. » Élodie a tenté un dernier effort pour reprendre le contrôle, ses mots tremblants. « Eh bien, si c'est à vous, alors vous n'allez sûrement pas nous mettre dehors à Noël. Vous n'embarrasseriez pas votre fils de cette manière. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme qui avait jeté le fauteuil de mon mari, qui avait qualifié ma cuisine de charmante, qui s'était moquée de moi dans ma propre salle à manger. Et puis j'ai souri, non pas cruellement, mais avec ce genre de pouvoir tranquille qu'Élodie ne comprendrait jamais. Vous embarrassez, Élodie? Vous l'avez fait toute seule. L'avocat a refermé sa mallette d'un claquement sec. Son travail terminé. Il m'a fait un petit signe de tête, le genre qu'un soldat fait à un général après une bataille bien menée. La pièce est restée figée dans un silence stupéfait. Les assiettes intactes, les verres de vin tremblants dans des mains qui n'étaient plus si stables. J'ai de nouveau croisé les mains sur mes genoux. Mais cette fois, ce n'était pas par habitude. C'était par victoire. Car à cet instant, je n'étais pas la femme invitée par pitié. J'étais la femme qui possédait la maison, et ils le savaient tous. L'air, dans la salle à manger, semblait différent maintenant. Lourd. Personne ne touchait à la dinde ou au vin. Le rire qui m'avait piqué quelques instants plus tôt s'était dissous dans un silence stupéfait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Julien a été le premier à bouger. Il a repoussé sa chaise, les pieds raclant le parquet, et s'est levé, les deux mains appuyées sur la table. Son visage était pâle, sa voix basse. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Je l'ai regardé, mon unique fils, le garçon que Jean et moi avions élevé dans cette même maison. Parce que ce n'était pas quelque chose que tu avais besoin de savoir, Julien. Ton père m'a laissé cette maison pour me protéger. Il ne s'agissait pas de garder des secrets. Il s'agissait de sécurité. Élodie a ricané, son rire cassant, tranchant le silence. Sécurité? Non. C'était une question de contrôle. Tu as caché ça à ton fils. Tu nous as laissé vivre ici dans l'illusion que c'était à nous, alors que depuis le début, tu attendais juste un moment pour nous humilier. Sa voix tremblait, non pas de chagrin, mais de rage. Maître Bernard est resté calme,
faisant glisser l'acte de propriété signé sur la table comme un dernier clou dans son cercueil. Il n'y a pas d'illusion, madame. La propriétaire légale est claire, et l'occupation est à sa discrétion. Les yeux d'Élodie allaient de lui à moi, vifs et venimeux. À sa discrétion? Donc elle pourrait simplement nous mettre dehors après tout ce que nous avons fait pour cet endroit? J'ai senti quelque chose changer en moi. Des années de souffrance silencieuse. Des années à être qualifiée de charmante, à être effacée dans ma propre maison. Et pourtant, je n'ai pas haussé la voix. Ma force résidait dans ma constance. « Oui, Élodie, dis-je. Je pourrais, et je le ferai. » Sa mâchoire est tombée, les mots sortant en bégayant comme du verre brisé. « Tu ne peux pas être sérieuse. » Julien s'est tourné vers moi, la voix tendue. « Maman, s'il te plaît. » J'ai levé la main, le faisant taire. « Julien, pendant des années, j'ai supporté le manque de respect de ta femme. J'ai été moqué, ignoré, et traité comme un fardeau dans la maison même que ton père a construite pour nous. Ce soir, elle s'est tenue à ma table, entourée de ma famille, et a dit à tout le monde que j'étais invité par pitié. Penses-tu que Jean aurait voulu que je laisse passer ça? Ses yeux ont vacillé, déchirés entre le sang et le mariage, entre la femme qu'il avait élevée et la femme qu'il avait choisie. Il n'a pas répondu, et dans son silence, Élodie a comblé le vide. « Tu fais ça pour me punir » cracha-t-elle. « Pour nous punir? Mais tu le regretteras, Marie. Tu finiras seule dans cette grande maison vide. Et quand tu ne seras plus là, devine à qui tout reviendra. » Ces mots étaient censés blesser, mais ils ne révélaient que sa cupidité. Je me suis penché en avant, ma voix stable comme la pierre. « Élodie, tu as trop présumé. Penses-tu que Jean et moi ne nous étions pas préparés à cela? Penses-tu que je n'ai pas déjà parlé avec Maître Bernard de ce qu'il adviendra de cette maison quand je ne serai plus là? » Une lueur de doute a traversé son visage. J'ai souri, doucement mais nettement. « Laisse-moi être clair. Tu n'hériteras jamais de cette maison. Pas une brique, pas une planche. Jean s'en est assuré, et je l'ai finalisé. Alors si tu attends que je meure, Élodie, tu attendras pour rien. » Lorraine a eu un hoquet, serrant plus fort son collier de perles. Georges a marmonné quelque chose sur l'injustice, mais ses yeux sont restés fixés sur l'acte de propriété. La fureur d'Élodie a débordé. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. « Vieille sorcière! Tu as monté Julien contre moi depuis le début. Tu te crois si maligne avec tes papiers et tes petits secrets suffisants, mais tu ne peux pas simplement m'effacer. » Je me suis levé aussi, lentement et délibérément, mes mains reposant légèrement sur la table. « Je n'ai pas besoin de t'effacer, Élodie. Tu t'es effacée toute seule. Ce soir, devant tous ceux que tu essayais d'impressionner, tu as montré exactement qui tu es, cruel, avide et aveugle à la vérité. » La voix de l'avocat a coupé la tension comme un coup de marteau. « Madame Dubois a pleine autorité légale pour vous expulser des lieux si elle le souhaite. Je vous suggère de modérer votre ton. » Le visage d'Élodie est devenu cramoisi, mais elle n'a rien dit de plus. La voix de Julien s'est brisée, plus douce maintenant, suppliante. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Que nous devons partir ?» Je me suis tourné vers lui, le cœur endolori, même si ma résolution tenait bon. « Oui, Julien, j'ai déjà parlé avec Maître Bernard. Toi et Élodie aurez 30 jours pour trouver un autre logement. Considérez ce dîner de Noël comme votre préavis. » La pièce a éclaté en murmures. Les cousins d'Élodie ont échangé des regards ébahis. Lorraine a bafouillé. Georges s'est reculé de la table, marmonnant à propos du déshonneur. Mais Julien me regardait fixement, les yeux humides, les lèvres tremblantes. « Tu fais ça à ton propre fils ?» Je me suis approché, ma voix s'adoucissant sans se briser. « Non, Julien, je fais ça pour mon fils. Parce qu'en cours de route, tu as oublié qui tu es. Tu t'es laissé croire que ta valeur était liée à son approbation, à cette illusion de contrôle. Peu être que perdre ce que tu n'as jamais vraiment possédé te rappellera ce qui compte vraiment. » Élodie a quitté la pièce en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. La porte d'entrée a claqué si fort que la guirlande a tremblé sur le cadre. Le reste de la table est resté dans un silence stupéfait. Je me suis redressé. J'ai lissé le devant de ma robe et j'ai regardé les visages qui s'étaient moqués de moi à peine 1 heure plus tôt. C'est toujours Noël, et dans cette maison, nous finirons notre repas en paix. Ceux qui souhaitent partir peuvent le faire. Ceux qui restent se souviendront à la table de qui ils sont assis. Personne n'a bougé. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la présence de Jean à mes côtés, stable et fier,
Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas invisible. Les jours après Noël furent calmes, presque inquiétants. La maison, ma maison, semblait lourde de l'écho des portes claquées et des disputes inachevées. J'ai trouvé le verre de vin d'Élodie encore posé sur le manteau de la cheminée le lendemain matin. La tache de rouge à lèvres séchée sur le bord était comme une marque de défi. Je l'ai lavé lentement, laissant l'eau chaude couler sur mes mains comme pour purifier l'air de sa présence. Julien est resté à l'écart pendant quelques jours. Ses appels ne sont pas venus. Sa voiture n'est pas entrée dans l'allée. Le silence entre nous s'est étiré. Et bien que ça fasse mal, je ne l'ai pas poursuivi. J'avais appris il y a longtemps que courir après l'amour ne faisait que le faire fuir plus vite. Au lieu de cela, je me suis occupé de la maison. J'ai démonté le sapin de Noël, rangé les décorations une par une, chacune portant un souvenir. Le flocon de neige en papier de Julien de C2, la cloche en laiton préférée de Jean, l'ange en verre de ma mère. Pendant des années, Élodie s'était moquée de ces décorations démodées, les remplaçant par des ensembles scintillants qu'elle commandait en gros. Mais maintenant qu'elle était partie, l'arbre ressemblait à ce qu'il était avant. Imparfait, personnel, vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Mais la paix est fragile quand on a affaire à des gens comme Élodie. Le 5e jour, Julien est finalement revenu. Il est venu seul, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Il n'a pas frappé, il est juste entré comme il l'avait toujours fait. Il m'a trouvé dans la cuisine en train de pétrir de la pâte comme ma mère me l'avait appris. « Maman » a-t-il murmuré, comme si le mot lui-même portait la honte. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je lui ai fait face. Il semblait plus vieux, dépouillé de la confiance dont Élodie l'avait drapé comme un manteau emprunté. Elle est furieuse, a-t-il admis. Elle dit que tu l'as humiliée. Elle dit qu'elle ne vivra pas sous un toit où elle est traitée comme une invitée. J'ai haussé un sourcil. Alors, elle est libre de partir, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Une invitée. Une invitée qui a abusé de l'hospitalité. Il a tressailli à mes mots. « Maman, ne fais pas ça. Ne me fais pas choisir entre toi et elle. »« Julien, dis-je, la voix stable, tu as déjà choisi. Chaque fois que tu es resté silencieux pendant qu'elle se moquait de moi, chaque fois que tu l'as laissé effacer ton père de cette maison, tu as choisi, mon fils. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. » Ses yeux se sont remplis de larmes, sa voix se brisant. Je ne voulais pas la perdre. Je me suis adouci, mon cœur endolori même si je tenais bon. Et en la gardant, tu as failli me perdre. Les mots sont restés en suspens, bruts et sans phare. Il s'est assis lourdement à la table, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois, j'ai revu le garçon. Pas l'homme qu'Élodie avait façonné, mais le garçon qui grimpait aux chênes, avec les genoux écorchés, qui suppliait pour une dernière histoire de son père. Et j'ai réalisé alors qu'il n'était pas cruel, pas vraiment. Il était faible. Et on peut remédier à la faiblesse, mais seulement si on y fait face. Élodie, cependant, n'a eu aucune prise de conscience de ce genre. La nouvelle a rapidement circulé dans la famille. Les cousins chuchotaient. Les voisins posaient des questions. Au Nouvel An, l'humiliation d'Élodie s'était propagée au-delà de la table du dîner. Les gens savaient qu'elle s'était moquée de moi pour découvrir que je possédais la maison dont elle se vantait. Lorraine m'a appelé un après-midi, la voix sèche et cassante. « Marie, vous n'avez sûrement pas l'intention de poursuivre cette histoire d'expulsion. Cela ruinerait Julien. Pensez à votre réputation. » J'ai souri pour moi-même. Ma réputation a survécu au rire de votre fille. Elle s'en sortira très bien sans son approbation. Elle a bafouillé, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus. Les papiers d'expulsion ont été déposés début janvier. 30 jours, clairs et légaux. Élodie a essayé de les contester, menaçant de prendre des avocats, mais la fiducie était blindée. Jean y avait veillé. À la mi-janvier, des cartons s'alignaient dans le couloir devant leur chambre. Ma chambre autrefois, quand Jean était en vie. Je les regardais faire leur bagage depuis le seuil, non pas avec amertume, mais avec une certitude tranquille. Élodie marmonnait entre ses dents, le venin coulant à chaque mot. Julien évitait mon regard. Le dernier matin, elle s'est tournée vers moi, le visage tordu de colère. « Profitez bien de votre maison vide, Marie, parce que quand vous ne serez plus là, il ne restera personne pour se soucier de vous. » J'ai soutenu son regard fixement. « Mieux vaut vivre seul, dans la dignité qu'entouré de gens qui se moquent de vous. » Elle n'a pas eu de réponse. Ils sont partis avant midi, la porte claquant derrière eux. Le son était fort, final et étrangement libérateur. Cette nuit-là, je me suis assise près du feu dans le fauteuil de Jean.
celui-là même qu'Élodie avait autrefois essayé de jeter. Je me suis servi un verre de vin, non pas pour porter un toast à la victoire, mais pour honorer la survie. Pendant des années, j'avais été silencieuse, me recroquevillant dans les coins, les laissant me peindre comme insignifiante. Mais le cadeau de Jean, sa prévoyance, m'avait donné une dernière chance de me lever, et je l'avais saisie. Est-ce que ça m'a fait mal de voir mon fils partir avec elle? Oui. Est-ce que ça m'a brisé le cœur de savoir que notre lien s'était si profondément fissuré? Bien sûr. Mais parfois, la justice n'est pas douce. Parfois, elle exige des sacrifices. J'ai murmuré dans les flammes comme si Jean était assis à côté de moi. J'ai tenu ma promesse, mon amour. Personne ne nous a pris cette maison, pas tant que je respirais. Et à cet instant, le silence n'était pas la solitude. C'était la liberté. Les semaines ont passé. La maison semblait différente, plus légère, plus libre, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années et qu'elle pouvait enfin expirer. J'ai rempli le silence de petites joies. Je faisais du pain le dimanche. Je lisais près du feu dans le fauteuil de Jean et je plantais de nouveaux bulbes dans le jardin, les imaginant déjà fleurir au printemps. Pour une fois, je ne regardais pas par-dessus mon épaule, attendant la prochaine insulte. La maison était de nouveau mienne, non seulement par l'acte, mais aussi par l'esprit. Julien n'est pas venu au début. La fierté peut être un mur difficile à escalader. Mais un après-midi, alors que la neige fondait, j'ai entendu frapper à la porte. Il se tenait là, seul. Pas d'Élodie, pas d'entourage suffisant, juste mon fils, fatigué, aminci, ses yeux portant le poids de choix qui s'était effondré autour de lui. « Maman, dit-il doucement, je suis désolé, je l'ai laissé entrer. » Il s'est assis à la table de la cuisine, fixant ses mains comme Jean le faisait quand les mots lui manquaient. Lentement, avec hésitation, il a admis ce que je savais déjà. Élodie l'avait quitté. Elle avait fait ses valises, furieuse d'avoir été privée de son avenir, et était partie. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la clarté dans ses yeux. Pas encore le garçon que j'avais élevé, pas encore, mais un homme commençant à se défaire des illusions qui l'avaient aveuglé. « J'aurais dû te défendre », a-t-il murmuré. « Toutes ces fois où elle s'est moquée de toi. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé manquer de respect à la mémoire de papa, à cette maison, à toi. Et je ne peux pas revenir en arrière. Mon cœur s'est serré. Le pardon n'est pas simple. C'est complexe, désordonné. Mais c'était mon fils. Et le voir là, brisé, m'a rappelé que la justice n'avait jamais été une question de vengeance. C'était une question de vérité. Tu as perdu ton chemin, Julien, dis-je doucement. Mais tu peux le retrouver. Souviens-toi juste de ceci. Le respect vaut plus que n'importe quelle maison, n'importe quel argent, n'importe quelle fierté. Ne l'oublie plus. Alors que les semaines se transformaient en mois, nous avons commencé à nous reconstruire. Lentement, prudemment. Il venait le dimanche pour m'aider au jardin, parfois assis en silence, parfois parlant de Jean. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas de fin parfaite, mais il y a eu des progrès, et c'était suffisant. À vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous aussi été sous-estimé. Peut-être que quelqu'un vous a fait vous sentir petit, invisible, indésirable. Je connais cette douleur. Je sais ce que c'est que de s'asseoir à une table et d'entendre des rires dirigés comme des couteaux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre valeur n'est pas définie par leurs mots. Parfois, le silence et la patience sont vos plus grands alliés. Et parfois, la vérité, lorsqu'elle est enfin dite, peut faire taire une pièce entière. Alors ne laissez jamais personne se moquer de votre valeur. Ne les laissez jamais vous effacer de votre propre histoire. C'était Marie Dubois, et c'était mon dîner de Noël. La nuit où la pitié s'est transformée en pouvoir, et la nuit où je me suis souvenu de la promesse de Jean, cette maison sera toujours à toi. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Votre famille vous a-t-elle déjà sous-estimé? Partagez-le ci-dessous, car votre histoire compte.